L'idée, c'est que nous écoutions religieusement Maxime, et puis que finalement, au vu du grand nombre de personnes, que nous posions nos questions dans le chat. Mon collègue Emmanuel va ensuite procéder à une espèce de regroupement, de filtrage et puis d'animation des questions qui auront lieu donc plutôt vers la fin de la conférence. Donc, si c'est possible pour vous de maintenir votre impatience et de garder vos questions, enfin, de les poser dans le chat, mais d'être d'accord qu'on réponde vers la fin, je pense que ce serait une bonne idée pour pouvoir avoir un déroulé fluide au niveau de la présentation. Donc, voilà un petit peu le menu pour ces 90 minutes que nous allons passer ensemble avec ce thème de l'intelligence artificielle. Et je propose donc ici de donner la parole à notre ou nos intervenants, je ne sais pas, pour nous parler de l'intelligence artificielle. Oui, merci Gabriella pour la présentation. Donc, on va effectivement discuter d'application de l'intelligence artificielle en formation. Donc voilà, donc, comme je le disais, on est très heureux de participer à ce Zoom de l'ARFOR, où on va discuter de la révolution qu'apporte l'intelligence artificielle, d'abord un peu en général, mais ensuite plus spécifiquement appliquée au domaine de la formation qui nous intéresse ici. Donc moi, je suis Maxime Gabella, fondateur de la startup Magma Learning, et ça a été préparé avec mon associé David Savoie, qui est malade effectivement ce soir. Donc, c'est moi qui vais couvrir un peu toute la présentation. Donc, pour commencer, sur une note un petit peu interactive, peut-être, à l'inverse des consignes données par Gabriella, j'aimerais bien, donc pour être tout de suite un peu Pas de souci, rebelle, allez-y. je voulais commencer un peu par un jeu, savoir, vous poser une question un peu générale, un peu presque philosophique. Qu'est-ce qui différencie les humains des autres animaux? Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent intervenir ou bien vous pouvez écrire ça dans le chat. Alors là, je vois quelque chose dans le chat déjà. La capacité à admirer, intéressant. Effectivement. Fin du Zoom à 19h, ça, effectivement, les animaux n'ont pas. Rien. Ça, d'accord. Je sais que j'ai dit les autres animaux, donc je n'ai pas dit des animaux. Donc, j'ai inclus en fait les humains parmi les animaux. Mais disons que je dirais qu'on a moins de poils que la plupart des animaux, en principe, par exemple. Notre capacité à raconter des histoires, capacité à anticiper l'estime de soi, miaou. Alors, on a un chat qui a aussi participé. Il y aura d'autres chats dans la présentation, donc c'est très bien. Pas grand-chose, le doute, la notion de vie et de mort. Ça, c'est intéressant. Rien. Je ne sais pas si c'est la notion du rien aussi, ou bien est-ce que c'est vraiment le concept de rien. Est-ce que c'est le fait qu'on puisse conceptualiser rien, ou bien est-ce que c'est rien qui nous différencie? Ça, ce n'est pas assez clair. L'inconscience, ok. Notre capacité à faire des liens entre passé, présent, futur et nos émotions. Ok, donc je vois qu'il y a vraiment une bonne diversité. Les organisations complexes, la conscience, l'abstraction, pour l'interrogation. Ok. Ça dépend, on perd des plumes et on se retrouve à poil avec ça. Je pense qu'il y a pas après, c'est des blagues. Chercher l'éternité, ok, intéressant. Donc, je pense qu'on a une certaine forme d'intelligence aussi. Donc, effectivement, on a une variété d'idées ici qui peut tout à fait être valable pour nous différencier des autres animaux. Mais peut-être la capacité à se projeter dans l'avenir aussi. Une capacité qui nous intéresse justement particulièrement ce soir, c'est, dans le contexte de la formation, c'est justement le fait que les humains sont excellents pour apprendre. Et c'est peut-être ça qui a été un des mécanismes, une des forces qui a permis à cette espèce animale tout d'un coup de se différencier des autres au niveau de sa maîtrise, disons, sur différents écosystèmes et différents habitats. Et là, on voit effectivement une espèce d'homme préhistorique qui est en train de casser des silex pour faire des outils. Et ça demande évidemment un apprentissage, ça demande de l'expérimentation, ça demande une approche presque, disons, scientifique. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, et qu'est-ce qui se passe si je fais ci, et ainsi de suite. Et après, on a aussi la capacité d'apprendre les uns des autres et ainsi de suite. Donc, l'hypothèse qu'on aimerait mettre en avant,
c'est que les humains sont différents des autres animaux parce qu'ils sont capables d'apprendre. Une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être s'effrayer à la perspective que depuis quelques années, disons, peut-être une décennie, on a vraiment une révolution au niveau de l'apprentissage des machines. Et ici, vous voyez un réseau de neurones artificiels qui est un peu inspiré en fait des réseaux de neurones biologiques dans le cerveau humain et qui ont, depuis quelques disons, décennies, réussi à faire des prouesses incroyables qui démontrent d'une capacité d'apprentissage aussi très avancée et parfois même plus avancée que celle des humains. Donc ici, on peut se dire, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on est menacé dans notre essence profonde et dans notre place au sein de la création ou de l'univers? Et c'est justement un peu ce qu'on va essayer de discuter dans cette conférence. Mais la première étape, avant de pouvoir se prononcer, disons, ou bien faire d'émettre des idées intéressantes, c'est de savoir de quoi on parle exactement. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment c'est défini? Quelles sont les applications, disons, spectaculaires ou intéressantes qui ont apparu récemment? Et ça va être la première partie de la présentation. Donc, d'abord, on commence par quelques définitions pour clarifier un peu, parce que l'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. En fait, c'est un concept assez vague, on peut dire. Donc, une définition, par exemple, c'est que disons que c'est une direction de recherche qui essaye de comprendre et de mettre au point des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine. C'est-à-dire reproduire certaines actions de l'intelligence humaine ou même la totalité de l'intelligence humaine. Et dans ce cas-là, on parle plutôt d'intelligence artificielle générale qui serait capable de passer le Turing test, c'est-à-dire d'être indistinguable d'une intelligence humaine. Mais en fait, disons que c'est une notion un petit peu vague, c'est un peu disons que c'est plus une direction de recherche, une aspiration plutôt que vraiment une réalité. Ce qui s'est passé, en fait, les révolutions ou les avancées spectaculaires qui se sont passées ces dernières années, c'est plutôt en fait, on pourrait dire un sous-domaine de l'intelligence artificielle, et ça s'appelle le machine learning en anglais, ou en français, bon, il y a parfois des traductions apprentissage machine, ou bien apprentissage automatique. Mais le machine learning est quand même plus utilisé, je pense. Et ici, le concept, c'est qu'on décrit des algorithmes qui sont capables de s'auto-améliorer avec l'expérience, donc à partir de données qui sont collectées. Et donc, c'est des algorithmes qui sont capables d'apprendre. Donc, c'est justement ça qu'on peut dire que maintenant, il y a des machines artificielles qui sont capables d'apprendre, tout comme les humains en sont capables. Ça a trouvé de multiples applications récentes, très spectaculaires, par exemple dans les jeux. Donc, dans le jeu de Go, vous avez peut-être entendu parler de AlphaGo, qui a battu les champions du monde de Go. Dans l'échec, par exemple, il y a aussi les jeux vidéo. On a aussi des applications qui sont de l'ordre de la vision, donc par exemple reconnaître les objets. On a la traduction automatique, passer d'une langue à l'autre totalement automatiquement avec un très haut niveau de qualité. On peut faire des diagnostics médicaux, par exemple à partir de radiographie ou de scans. On peut avoir des modèles qui sont capables, aussi bien qu'un médecin qui s'est entraîné pendant des années, de détecter les signes, disons, initiaux d'une maladie. Et puis aussi, par exemple, la conduite autonome, donc des voitures qui seraient capables vraiment de comprendre tout un environnement urbain extrêmement complexe avec d'autres véhicules, avec des règles de circulation, avec des piétons, et de naviguer de manière sûre à travers cet environnement complexe. Donc ça, c'est un peu une sorte de panorama de tout type d'applications où le machine learning a eu des succès assez spectaculaires. Donc, pour expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne exactement ce machine learning, on va prendre un exemple assez simple.
Et puis ensuite, je vais montrer d'autres applications un peu plus complexes, un peu plus avancées. Donc ici, on parle d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on a un réseau de neurones artificiels où chaque rond ici représente en fait une espèce d'analogie avec un neurone dans un cerveau humain. Et puis, on a des connexions entre ces neurones qui envoient en fait un signal, on pourrait dire, d'un neurone à l'autre. Et l'idée, c'est que ce réseau de neurones artificiels est organisé par couches. On a d'un côté des couches qui prennent comme input des pixels d'une photo. Donc ici, une photo de chat. Et puis qui va ensuite analyser, on pourrait dire, ou qui va combiner ces différents pixels à travers les couches pour finalement pouvoir prendre une décision et dire « Ah oui, dans cette photo, il y a un chat » ou bien « Non, il n'y a pas de chat dans cette photo ». Et ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord prendre un modèle qui a des connexions qui sont un peu arbitraires et on va lui dire « Qu'est-ce que tu penses de cette photo? Est-ce qu'il y a un chat ou non ?» Et le modèle va nous dire « Je pense qu'il n'y a pas de chat ». Et on va lui dire « Eh bien non, dans cette photo, il y avait en fait un chat. » Et avec cette information, donc c'est justement ça la supervision, le modèle va être capable de corriger la force de ces connexions entre ces différents neurones. Donc avec le temps, si on lui montre des centaines, des milliers de photos de chats, en lui disant à chaque fois « Là, c'est un chat, là, c'est pas un chat », il va être capable de renforcer certaines connexions neuronales et puis d'affaiblir certaines autres connexions afin de devenir de plus en plus efficace pour identifier un chat dans une photo. Donc en fait, ça, c'est le principe général du machine learning pour ce qui est d'un réseau de neurones, c'est-à-dire qu'on donne un input, une photo en l'occurrence, on regarde la prédiction du modèle et on va lui dire « Là, tu as eu raison dans ta prédiction » ou « Là, tu n'as pas eu raison ». Auquel cas, le modèle va s'améliorer lui-même, donc apprendre de l'expérience et puis devenir de plus en plus efficace. Donc ici, maintenant, ça, c'est des applications un peu récentes de ce genre de réseau de neurones qui représentent en quelque sorte, on pourrait dire, certaines des capacités de l'intelligence humaine. Donc ici, c'est une espèce de forme d'inventivité. Je mets entre guillemets parce que c'est un peu, disons, exagéré l'utilisation du terme. Mais on a un jeu vidéo, donc ça c'est un jeu Atari, c'est un des premiers jeux vidéo, enfin, disons au début de l'époque des jeux vidéo. Et on a une petite palette comme ça qu'on peut faire bouger à gauche et à droite. Et il y a une balle qui va rebondir dans cette palette et qui va aller briser des briques sur un mur multicolore. Et le but, c'est de briser les briques le plus rapidement possible. Et on a demandé à justement un modèle de machine learning d'apprendre par lui-même à jouer à ce jeu. Et ça, c'est une de ses dernières… donc, c'est le niveau qu'il a atteint au final. Au début, il fait n'importe quoi et il n'obtient pas du tout de bons scores. Mais graduellement, il s'améliore et finalement, il obtient des solutions très créatives. Par exemple, ici, on va voir qu'il a trouvé une solution où la brique rebondit sur le dos, en fait, derrière la balle rebondit derrière les briques et va en fait les détruire de manière accélérée. Et donc, ça, c'est une solution, on peut dire, assez inventive à ce problème. Au lieu de les taper simplement frontalement, il a trouvé qu'il pouvait creuser un trou d'un côté et puis ensuite laisser la balle rebondir toute seule. Donc, ça, c'est typiquement une des solutions optimales que ce type de modèle de machine learning est capable de trouver automatiquement grâce à cet apprentissage automatique. Une autre, on pourrait dire, compétence qui est développée par ces modèles de machine learning, c'est peut-être une forme d'imagination. Donc ici, on va avoir une vidéo de ce côté. Ensuite, on lui dit, voilà des photos de différents personnages. Est-ce que tu peux imaginer qu'est-ce qui se passerait si c'était les personnages sur les photos qui seraient en train de dire le discours de Donald Trump? Donc ici, on voit ce que ça donne. Ils ont pris cette vidéo, ils l'ont mis sur une photo et puis ils ont généré ce que ça donnerait en imaginant ce qui se passerait au niveau du mouvement des lèvres, de la bouche, des dents, des cheveux et ainsi de suite. Donc ça, c'est une forme d'imagination, si on veut. Et là, c'est la même chose, mais c'est avec une personne qui bouge, qui tourne sur elle-même. Et puis, on lui donne ensuite des photos, puis on lui dit qu'est-ce qui se passerait si cette personne avait le même mouvement.
Et là, on voit par exemple que la robe doit être imaginée dans le dos, parce que ce n'est pas une information qui est donnée dans l'image frontale, bien sûr. Ensuite, on arrive à des modèles encore plus puissants, en quelque sorte. Ça, c'est des modèles qui sont, c'est parmi les plus gros modèles qui ont été construits, avec ici 175 milliards de paramètres. Donc, on peut penser à un paramètre comme une connexion entre deux neurones. Et c'est des modèles qui vont être capables de lire presque l'entièreté de tous les textes jamais écrits. Donc, ils vont lire tous les textes digitalisés, ou en tout cas une partie significative, et puis ensuite lire, disons, tout Internet, tous les sites Internet, et vraiment s'entraîner à comprendre ces textes de manière fondamentale, pour ensuite vraiment être capable disons, d'accomplir une multiplicité de tâches. Donc, ils sont capables, par exemple, d'écrire des textes. Donc, si on écrit une phrase, ils sont capables d'écrire tout un texte qui va être la continuation naturelle de cette phrase. Où ils sont capables, même ils sont capables de jouer à des jeux, ils sont capables de faire énormément de choses en ayant simplement absorbé une énorme quantité de texte et puis en ayant affiné et ajusté leur connexion neuronale pour pouvoir en faire des choses significatives. Donc ici, l'exemple qu'on a, c'est une application justement de ce modèle où on lui dit de créer un site Internet à partir d'une description en langage courant. Donc, on lui dit, j'aimerais un bouton qui ressemble à une pastèque. Et ce modèle est capable de comprendre ce qu'on veut dire et il crée un bouton sur lequel on peut cliquer qui est rose comme une pastèque avec la peau verte autour. Et c'est vraiment la seule information qu'on lui donne. Il est capable de comprendre ça et d'écrire le code HTML, CSS qui correspond à ce qu'on avait en tête. Il y a d'autres applications. Donc là, on lui dit, fais-moi un grand texte qui dit bienvenue et un bouton bleu qui dit abonnez-vous. Il comprend exactement ce qu'on a voulu dire. On peut lui dire un bouton pour chaque couleur de l'arc-en-ciel. Il sait ce que ça signifie, l'arc-en-ciel. Il sait quelles sont les couleurs, dans quel ordre. Et il peut créer un bouton où on peut lui dire, fais-moi une table des pays les plus riches avec leur PIB. Et là aussi, il sait ce qu'on a voulu dire. Il nous fait une table, il met par ordre du PIB les pays les plus riches. Donc, c'est vraiment très impressionnant. C'est un modèle qui est très, très flexible, qui a vraiment compris énormément de choses sur le langage et sur comment organiser la connaissance, on pourrait dire. Donc, c'est une espèce de compréhension universelle qui est en train d'émerger. Donc, est-ce qu'on peut penser que c'est game over pour les humains? Là, c'est une photo de Garry Kasparov, qui était un champion d'échecs en 1997 et qui a affronté un ordinateur développé par IBM qui s'appelait Deep Blue. Et il s'est fait battre. Pas pour la première fois dans l'histoire, c'était un champion d'échecs s'est fait battre par un ordinateur. Donc ça a été une espèce de date clé qui est souvent citée dans le développement en fait, de la rivalité, on pourrait dire, entre les humains et les ordinateurs. Mais cependant, on peut aussi prendre la perspective opposée, être très optimiste, et qu'en fait, au contraire, c'est une opportunité énorme pour les humains d'avoir maintenant ces machines qui sont capables d'apprendre et capables de faire des choses qui peuvent parfois nous surprendre et nous être utiles. Donc, ce même Garry Kasparov est venu à l'EPFL il y a 3 ans, et il a parlé justement de la façon dont le machine learning peut augmenter la créativité humaine. Donc, c'est plutôt cette approche-là que nous, on adopte. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une menace d'avoir une sorte de compétition dans le monde de l'apprentissage, c'est plutôt une opportunité et ça nous permettrait de devenir en fait plus créatifs et plus humains, on pourrait dire. Donc ça termine un peu l'introduction qui était sur l'intelligence artificielle elle-même ou plutôt sur le machine learning. Et maintenant, je vais présenter quelques applications plus spécifiques qui sont en fait dédiées à augmenter l'apprentissage humain.
Donc, on va aborder plusieurs thèmes. Là, évidemment, c'est très riche, donc on va un peu passer par différentes thématiques. On va parler de mémoire, de personnalisation, de visibilité de l'apprentissage, de gestion de la connaissance, automatisation, de prédiction et ainsi de suite. Donc ça va présenter en fait quelques exemples ou quelques pistes qui peuvent être intéressantes pour voir ce que le machine learning peut apporter dans le domaine de la formation et de l'apprentissage. Mais d'abord, de nouveau, une petite question. Si vous pensez au dernier livre que vous avez lu, à combien estimez-vous le pourcentage de son contenu que vous seriez capable de répéter ou de reconstituer? Donc, quel pourcentage des idées clés? Là, je vois 10%, moins de 5%, 20%, effectivement. 70%, là, Stéphanie, optimiste. Donc, effectivement, ouais, moins de 5%. Donc, effectivement, on sait que c'est assez peu au final. On va avoir tendance à oublier en fait l'information, la connaissance qu'on absorbe de manière très rapide. En fait, on sait, grâce à la psychologie expérimentale, qu'on a une courbe d'oubli qui est exponentielle. Donc, après la phase où on passe des heures et des heures à lire un livre et arriver à un certain niveau de connaissance de son contenu, dès qu'on ferme le livre, on va notre niveau de connaissance va commencer à chuter extrêmement rapidement et puis, en quelques semaines ou quelques mois, retomber presque à zéro. Et ça, c'est très embêtant. Donc, ça représente effectivement un des aspects par lequel l'apprentissage humain est encore très inefficace. Et disons que c'est très important d'essayer d'adresser ce problème parce que certains chercheurs en sciences de l'éducation définissent même l'apprentissage comme un changement dans la mémoire à long terme. Donc, si ce phénomène, disons, n'est pas réglé, l'apprentissage est un échec en soi, on pourrait dire. Donc, on a des solutions en fait, qui proviennent de la psychologie ou des neurosciences, qui s'appellent la réactivation espacée ou la révision espacée. Et le principe ici, c'est de dire, OK, si on se concentre sur un concept, par exemple, si on vous dit quelle est la capitale du Togo, et ensuite on vous dit, ben, la réponse c'est Lomé, cette connaissance va être présente dans votre esprit avec, disons, une grande probabilité pendant quelques secondes ou quelques minutes, mais très rapidement, ça va de nouveau chuter de manière exponentielle. Et les recommandations, disons, des sciences de l'éducation, c'est de réactiver cette connaissance à peu près au moment où elle a été à moitié oubliée. Et si on fait ça, les connexions neuronales qui correspondent à cette connaissance vont être renforcées. Donc, exactement comme je le montrais tout à l'heure à propos d'un réseau de neurones artificiels. Et ça aura pour conséquence que la vitesse d'oubli sera moindre la seconde fois. Et donc, il faudra attendre plus longtemps pour avoir à moitié oublié. Et à ce moment-là, on révise encore une fois et on peut espérer qu'à ce moment-là, on aura une courbe de connaissances qui sera à peu près plate. C'est-à-dire qu'on a vraiment assimilé ces connaissances pour le long terme et on a consolidé notre savoir. Donc ça, c'est super comme solution, mais c'est une solution, si on veut, théorique. Mais en pratique, comment on est censé savoir quand réactiver quel concept? Parce qu'on n'est pas vraiment conscient d'avoir à moitié oublié un concept. Donc, ce n'est pas vraiment une solution qui est très, disons, concrète. Et en plus, il y a une grande variabilité d'une personne à l'autre. Et aussi, au sein d'une même personne, on peut oublier des choses en géographie beaucoup plus rapidement qu'en biologie ou inversement et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un système assez complexe qui n'est pas, qui est pas très facile disons, à comprendre par soi-même. Et c'est justement là où on peut penser que les modèles de machine learning peuvent justement venir et nous aider à modéliser en quelque sorte la façon dont notre mémoire fonctionne dans les différents domaines et aussi de s'adapter à nos niveaux de connaissances préalables. Et
avec, disons, les données d'apprentissage qui peuvent être, par exemple, des données sur une plateforme d'apprentissage, donc combien de temps on a passé à lire un certain contenu, est-ce qu'on a répondu à des quiz, et ainsi de suite, ainsi de suite. Avec toute cette information, les modèles de machine learning peuvent apprendre pour chaque apprenant comment fonctionne leur mémoire et donc mettre en place de manière très précise ces recommandations des neurosciences et de la psychologie pour atteindre cette fameuse consolidation pour le long terme. Donc, grâce à cette approche du machine learning, on voit vraiment le bon contenu au bon moment. Donc, évidemment, ça, c'est juste pour un concept à la fois. Par exemple, comme je disais, la capitale du Togo. Mais quand on est en train d'apprendre tout un domaine de connaissances, il y a souvent des centaines ou même des milliers de concepts qui doivent être assimilés en parallèle. Et donc, là aussi, ça augmente la complexité, mais l'intelligence artificielle, le machine learning, est capable de gérer cette complexité et peut en fait organiser tous les différents concepts qui sont en cours d'apprentissage de manière intelligente et de manière à permettre une sorte de cartographie de la connaissance. Donc ici, on peut imaginer que, par exemple, en bleu, ce seraient tous des concepts qui vont concerner le leadership, en vert, des concepts sur la communication, et puis en orange, ici, des concepts de marketing, par exemple. Et cette organisation, cette cartographie de la connaissance va trouver quelles sont les relations entre ces différents concepts, comment ils s'emboîtent en quelque sorte les uns les autres, et va permettre de situer, disons, les forces et les faiblesses de chacun des apprenants. Donc ça, disons que c'est un espace de la connaissance qui est très similaire à celui qui est utilisé pour faire de la traduction automatique ou bien aussi pour faire de la génération automatique de texte comme dans l'exemple que j'ai montré. Cette organisation de la connaissance permet aussi de recommander des parcours personnalisés où on peut utiliser en fait un développement par proximité. C'est-à-dire que si on prend par exemple une apprenante ici qui maîtrise tous ces concepts bleus ici, mais elle aimerait apprendre aussi ces concepts verts, le meilleur moyen de lui recommander de faire ça, c'est par proximité, c'est-à-dire de graduellement incorporer des concepts qui sont voisins de ce qui est déjà dans sa zone de familiarité, parce qu'elle sera capable de rapidement les connecter avec ce qu'elle connaît déjà et donc de progresser de manière plus constructive. Donc, le machine learning peut aussi recommander et trouver des trajectoires d'apprentissage qui sont optimisées et personnalisées pour chacun. C'est aussi intéressant, cette visibilité de la connaissance pour les formateurs eux-mêmes, parce qu'ils peuvent avoir un feedback qui est vraiment continu sur le succès ou l'échec de leur contenu pédagogique. Par exemple, ici, ces trois différentes régions pourraient représenter trois chapitres d'un cours et les données collectées et analysées par le machine learning pourrait indiquer, par exemple, que le chapitre 3 a été beaucoup plus difficile à concevoir et à comprendre par les participants du cours. Et donc, peut-être un feedback, ce serait de transformer la présentation ou peut-être passer plus de temps et ainsi de suite. Donc, cette visibilité est aussi un bénéfice pour les formateurs. Et peut-être encore un autre avantage de cette visibilité, c'est que ça permet de penser de manière un peu stratégique à la connaissance. Donc, c'est un peu le management de la connaissance où les managers peuvent penser, disons, au sein d'une entreprise, voici les connaissances qui existent à l'intérieur du département recherche et développement, voici le département RH, et ça peut permettre de concevoir comment l'entreprise se développe de manière harmonieuse au niveau de la connaissance et d'aligner notamment la stratégie de formation avec la stratégie business de l'entreprise. Ça peut permettre aussi, même au-delà d'une entreprise, de voir peut-être un secteur d'activité et de détecter des nouvelles tendances qui sont en train d'émerger et d'imaginer des stratégies qui permettent d'incorporer ces nouvelles tendances. Peut-être un autre aspect encore de ce que pourraient faire les modèles de machine learning dans les programmes de formation, c'est de leur permettre d'être plus efficaces et d'avoir un plus gros impact.
c'est-à-dire de permettre le transfert en fait, de la théorie à la pratique, qui est généralement un des objectifs clés de tout programme de formation. Donc là, effectivement, c'est aussi des modèles de machine learning qui sont capables d'analyser toutes les données d'apprentissage et puis de prédire quelles sont les probabilités que telle et telle nouvelle procédure ou nouveau comportement va effectivement être mis en pratique dans le travail ou dans la vie de tous les jours des apprenants. En cas d'échec de ce transfert, on peut aussi imaginer que ces modèles sont capables de faire des diagnostics intelligents pour trouver quelle est la cause probable. Donc, on entend parfois parler de cette trilogie savoir, vouloir et pouvoir. Et les modèles intelligents sont capables d'identifier à quel de ces niveaux a pu se produire un problème qui a ensuite amené à l'échec du transfert. Et puis effectivement, donc cette approche avec des modèles de machine learning, ça permet de prendre les meilleures décisions pour que les programmes de formation aient vraiment l'impact qui est attendu d'eux à l'intérieur d'un business ou dans d'autres contextes. Ça, c'est une autre section, c'est sur l'automatisation. Donc, il y a beaucoup de tâches dans la formation qui peuvent être disons des tâches qui sont souvent un peu répétitives, qui peuvent être automatisées par des modèles intelligents qui sont capables de comprendre le texte, par exemple. Et ici, on voit la génération d'un module de e-learning interactif à partir d'une présentation PowerPoint, par exemple. Donc ici, c'est une page sur la sécurité alimentaire. Et puis, on a des informations qui peuvent être transformées de manière automatique et efficace en une question à choix multiple ici, qui va aller prendre l'information pertinente et puis ensuite la mélanger à des distracteurs, c'est-à-dire des réponses incorrectes qui peuvent, disons, qui peuvent avoir une difficulté ajustable. Et justement, ici, une des avantages, c'est qu'on peut vraiment avoir une multiplicité de formats de questions, mais aussi de niveaux de difficulté pour chaque contenu. Par exemple, sur ce même paragraphe, on aurait pu générer une question beaucoup plus précise et beaucoup plus difficile, avec des distracteurs beaucoup plus proches de la bonne réponse, qui correspondraient à une question de niveau avancé. Donc, la multiplicité en fait, des formats de questions, types de questions, et puis aussi de leurs difficultés, ça permet, à partir d'un seul contenu, disons, traditionnel, de générer presque une infinité de contenus de e-learning ou de micro-apprentissage interactif afin de permettre une personnalisation à chacun des apprenants et des trajectoires qui leur sont adaptées. Finalement, ça, c'est une application du machine learning pour ce qu'on appelle les soft skills ou compétences douces, qui est aussi très important dans le monde de la formation d'entreprise. Et ici, on peut prendre par exemple l'amélioration des compétences de présentation orale. Donc, on imagine quelqu'un qui est en train de faire une présentation, un peu comme moi en ce moment, disons, et puis on mesure certains signaux et on les analyse avec des modèles de machine learning. Donc, ça peut être la vitesse de parole, l'articulation, le nombre de pauses, de respiration, le contact visuel, la gestuelle et ainsi de suite. Et tous ces signaux vont aboutir à des recommandations personnalisées pour aller dans la direction d'une meilleure présentation qui a plus d'efficacité. Donc voilà, ça c'était un peu les différentes applications du machine learning pour la formation. Et en conclusion, ce qu'on aimerait faire passer comme message, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on dispose de ces outils intelligents qui ne devraient pas être considérés comme des menaces, mais plutôt comme une opportunité fantastique de nous aider en fait, à mieux apprendre et donc, dans un certain sens, à devenir plus humain, plus créatif, comme le disait Garry Kasparov. Donc voilà pour la présentation. J'espère que ça a suscité des réflexions et je vous remercie pour votre attention. Merci Maxime. Il y a eu beaucoup d'activités dans le chat.
Alors effectivement, vous avez une question de Maud Aspart sur Oui, je vois. le- Donc, en lien avec les limites de la connaissance Voilà, c'est conceptuelle et ça. théorique, C'est peut-être réflexion. un peu, excusez-moi, je me permets, c'est peut-être un petit peu confus par écrit. Si vous avez besoin, une fois que vous avez lu, que je réexplique ma question, n'hésitez pas. Oui, Maud, j'ai compris que il y a d'autres méthodes d'ancrage que la réactivation, Mhm, comme la méthode Feynman, car elle mobilise, parce qu'il y a une activité, il y a une mobilisation des individus, mhm. et la question serait en quoi le machine learning pourrait intervenir dans ce sens. Est-ce que c'est juste? En fait, ma question, elle est plus au niveau, parce que dans la présentation, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a l'acquisition de connaissances, mais il y a aussi toute la question du transfert vers la pratique. Et de mon point de vue, là, je perçois la limite de machine learning, dans le sens où la façon dont ça a été présenté aujourd'hui, hein, et puis je comprends un petit peu, j'en ai déjà utilisé quelques-unes. Il y a vraiment cette question on est vraiment sur du savoir qui est conceptuel ou théorique. Et donc, ça permet évidemment d'ancrer avec la répétition espacée, le fait de toujours répéter la même chose, d'ancrer cette connaissance qui est théorique chez les individus, mais je ne vois pas en quoi elle pourrait être transférée, puisqu'elle est à aucun moment par l'intelligence artificielle, enfin par le machine learning, recontextualisée dans différents domaines avec une vraie construction de comment je mets en pratique ce savoir. Donc, le savoir, il reste un savoir purement théorique. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de transfert, c'est parce qu'il n'y a pas ce travail de transfert. Et en quoi, je me demande justement en quoi ce machine learning pourrait permettre le transfert, et en quoi ça s'arrête peut-être là, et c'est là où les humains peut-être doivent prendre le relais. Ah ouais. D'accord, Merci. peut-être pour mieux comprendre la question, quelles sont les approches qui permettent de passer de la théorie au transfert pratique? Alors, bon, il y a plein de façons de faire différentes, mais disons que la première chose, ce serait vraiment de recontextualiser ces savoirs dans une situation, un environnement qui soit en dehors de l'apprentissage. C'est-à-dire, c'est très beau, c'est très bien de savoir euh, quelque chose de très théorique, mais qu'est-ce que je peux en faire une fois que je sors de l'apprentissage? C'est-à-dire, genre, ce qui me permet aussi de l'ancrer dans le long terme, c'est de me dire, bah voilà, j'ai acquis un savoir et puis maintenant je vais pouvoir l'utiliser, le mettre en pratique dans telle ou telle situation. C'est le cas pour tout, hein. On pourrait prendre les sciences de l'éducation comme théorie, des théories des sciences de l'éducation, que vous preniez des théories de motivation. Si vous êtes juste dans l'acquisition, c'est-à-dire je connais le concept, la seule chose que je peux en faire, c'est en discuter avec des gens et puis étaler mon savoir d'une certaine façon. Mais si je le recontextualise en disant, bah voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ce que me dit la théorie dans ma pratique de formatrice, là, il y a du transfert qui est possible. Mais si on ne fait pas ce pas de recontextualiser dans quelque chose de pratique ou dans une situation environnementale, etc., il ne peut pas y avoir de transfert. Oui, c'est un bon point. Je pense qu'il y a différentes choses ici. Déjà, l'aspect de personnalisation. Disons que la personnalisation marche dans deux directions. On pourrait imaginer avec le machine learning. D'abord, c'est une personnalisation à l'individu, donc comme j'ai expliqué, à ce qui se passe dans sa tête, sa mémoire. Mais on a aussi une personnalisation, ou peut-être un meilleur mot, ce serait une contextualisation à l'environnement d'apprentissage ou l'environnement de travail, en fait, de cet individu. C'est-à-dire, ici, quand on a une génération automatique de contenu d'apprentissage, il sera en fait nourri des documents qui existent peut-être dans l'environnement de l'apprenant. Et donc, le contenu lui-même sera déjà en quelque sorte plus proche, disons, du contexte d'application réelle, parce que justement, il a été dès l'origine contextualisé. Donc, effectivement, comme vous dites, il reste encore une étape à franchir par l'apprenant lui-même en se disant, OK, cette nouvelle connaissance, où est-ce que je pourrais l'utiliser dans mon quotidien, qu'est-ce que j'en fais? Mais le machine learning peut aider à s'en rapprocher en générant dès l'origine des contenus qui sont contextualisés.
Après, aussi ici, comme j'essaie de l'esquisser, on a aussi peut-être, en cas d'échec de transfert, il peut y avoir vraiment une multitude de choses qui se sont mal passées. Peut-être que simplement la personne a oublié le concept ou la nouvelle connaissance, ou peut-être que justement elle n'a pas fait l'effort de se dire dans quelle situation concrète de ma vie de tous les jours je pourrais le mettre en pratique, ou alors c'est peut-être le manager qui en fait met des pressions pour que ce soit la vieille méthode traditionnelle qui soit mise en pratique et ainsi de suite, ou alors par manque de temps ou différentes choses. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que si on a un modèle de machine learning qui analyse en fait les données et qui essaie de manière intelligente de trouver où s'est passé le problème, ça permet en fait de se rapprocher un petit peu de la solution et puis d'essayer d'augmenter les chances de transfert. Je ne résiste pas aussi à dire que effectivement Richard Feynman avait une très bonne méthode d'apprentissage, mais pour lui, il avait une définition de ce que c'était un physicien un petit peu particulière. Il disait qu'un physicien, c'est quelqu'un qui peut lire un livre sur la natation et se jeter à l'eau et nager. Donc, moi, j'aime bien cette définition parce que ça signifie qu'en fait, dans certains cas, il y a vraiment une adéquation entre maîtriser quelque chose de manière théorique et puis être complètement capable de le mettre aussi en pratique. Et effectivement, c'est peut-être Alors, ce je genre rejoins, hein. de connaissances-là que c'est le plus efficace d'avoir une approche de ce type. Mais je vous rejoins, mais je pense que la méthode Feynman, elle s'arrête aussi au niveau théorique de enfin, au niveau de compréhension de la taxonomie. C'est vraiment, on est dans, est-ce qu'on est bien sûr d'avoir compris? Parce que si, par exemple, vous me donnez une définition de ce que c'est la physique quantique, et puis vous me la faites répéter tous les jours pendant un an, évidemment que dans un an, je serai capable de vous dire mot pour mot, à la virgule près, qu'est-ce que c'est la physique quantique. Ça ne voudra pas dire que j'ai compris. Ça voudra juste dire que j'ai ancré ce que la définition était, parce qu'on a fait du behaviorisme sur moi, où on m'a fait répéter jusqu'à ce que ça s'ancre à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire que je pourrais appliquer ce principe de physique quantique à ma vie de tous les jours ou à ma profession. J'y connais rien, hein, c'est pour dire. Hein, mais ce que je veux dire, c'est la distinction, c'est Feynman, au niveau de compréhension, il permet d'être sûr que j'ai bien compris ce que j'ai appris, de pouvoir le reformuler avec mes propres mots et de pouvoir le transmettre à une autre personne avec des mots autres que la définition qu'on m'a amenée. Mais ça, on est dans deux niveaux différents. Ce qui ne change pas qu'avec Feynman, il n'y a pas de transfert non plus, puisqu'il n'y a pas de remise en contexte, en fait. Mais c'est intéressant parce que du coup, je vois un peu plus la limite et puis c'est assez rassurant parce que vous en parliez tout à l'heure au début de votre présentation, mais ça veut dire que on a toujours besoin d'être là, donc c'est plutôt positif. Oui, bien sûr, il faut penser à ces applications de machine learning comme justement permettant de faciliter le travail des formateurs dans le sens qu'on peut se concentrer sur des aspects plus intéressants comme le transfert, la réflexion critique, la mise en contexte et ainsi de suite. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, je vois d'autres questions. Comment l'intelligence artificielle peut intervenir dans la formalisation des savoirs? Et puis, une autre. Là, je dois dire, je ne vois pas ce que ça peut La signifier. connaissance s'acquiert par l'expérience ou le reste des codes de l'information. Information, qu'elle soit bien retenue ou pas. Typiquement, dans l'exemple de la prise de parole, la communication orale, qui agit sur l'image de soi, la confiance en soi, les chemins mentaux, sans mise en situation, sans pratique, sans multi-feedback, point de salut, peu ou pas longtemps. Oui, Maxime, dans certaines, est-ce qu'en apprenant à voler dans un livre, on sait voler en l'air, pas dans la poche des autres? Alors, est-ce que Christophe peut développer? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça dépend, développer quoi, parce que c'est long, mais la partie expérience, effectivement, c'est une phrase d'Albert Einstein. Sinon, c'est que de l'information. Mais ça rejoint un peu ce que vient de dire Maude. Voilà, Et je prends l'exemple que il me citait semble Maxime. aussi. Pardon? Oui, il me semble aussi, ouais.
Et dans l'exemple que citait Maxime, effectivement, qui est celui de la prise de parole en public ou pas, ce que j'évoquais, c'est qu'effectivement, on peut apprendre ça. On peut voir, j'ai vu les expressions de Ekman là, dans ce que nous montrait Maxime à l'instant sur la sadness, enfin les 4 émotions principales et tout le reste de Plutchnik. Mais ça, c'est effectivement la partie théorique. On peut voir et certains, ouais, on arrive à le modéliser doucement. Maintenant, pour que quelqu'un intègre ça et progresse véritablement, il faut qu'il le conscientise, il faut qu'il s'exerce, éventuellement qu'il se filme, qu'il ait du feedback, voire du multi-feedback, puisque quand c'est seulement un coach qui le donne, ça ne suffit pas. Il est important que d'autres personnes puissent donner ce même feedback. C'est pour ça que dans les cours que je donne moi-même, je demande aux gens, même si j'ai déjà dit une chose, enfin d'ailleurs c'est moi qui parle en dernier, mais n'hésitez pas à répéter la même chose que vous avez vous observé. Le côté observation, c'est que Werner Heisenberg qui avait pris cette optique-là pour la mécanique quantique justement, eh bien c'est extrêmement important parce qu'on doit modifier, là on parle d'apprentissage de niveau 3, donc on doit modifier un comportement, c'est-à-dire poser un regard nouveau sur nous-mêmes et nos pratiques et aussi sur les autres. Mais les autres vont aussi en poser un nouveau sur nous. Donc, ça fait vraiment travailler sur l'image de soi et on est loin uniquement d'apprendre des choses par cœur pour pouvoir les répéter comme une machine, si on veut devenir de bons acteurs comme l'était Gaspard. Donc, clairement, il faut absolument pouvoir passer par l'expérience. C'est ce que j'essaie d'illustrer pour, en tout cas, ce qui concerne des apprentissages de niveau 3. Quand il s'agit d'apprendre quelque chose et de le répéter par cœur, pas de problème. Quand il s'agit d'apprendre à conduire, on finit toujours par y arriver un jour, puisqu'on aura reproduit quelques comportements relativement simples. Faire du vélo, on n'oubliera plus jamais. Mais quand il s'agit effectivement de prendre c'est un des points, la prise de parole en public. Il faut savoir quand même que la prise de parole en public, c'est une des plus grandes peurs de l'humain, puisqu'il a plus peur de prendre la parole en public que de mourir. Bon, la différence près, c'est qu'effectivement, il sait quand il va prendre la parole en public, il ne sait pas exactement quand il va mourir. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est un des points clés. Bon, Maxime a cité cet exemple-là, et je n'y peux rien, mais c'est probablement un des plus compliqués et qui requiert et exige le passage par l'expérience. Il n'empêche pas que pour le diagnostic, le feedback sur le diagnostic, ce que je vois là à l'écran que montre Maxime, sadness, anger, etc., ou le fait de ne pas sourire quand on parle, ça, bien sûr, que si on nous le montre, on va pouvoir intégrer intellectuellement qu'il faut qu'on change ça. Maintenant, pour changer, c'est autre chose. Il faut passer par l'expérience. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas abusé du temps. Donc, enfin, au fond, Maud et Gaspard, vous êtes pour la… Gaspard, qui est Gaspard? Ah, je parle de Gaspard. Pardon, Christophe et Maud. Oui. Ou Harold et Maud. Oui, non, Christophe et Maud. Oui. Pour ce qui nous concerne. Oui. Donc, vous êtes pour la mise en pratique dans un contexte qui se rapproche le plus possible de ce qui sera la situation donnée. Non. Alors, je ne pense pas non plus. Pardon. Allez-y. Ou dans la réalité de l'action que les gens seront amenés à faire. Pas nécessairement, si je puis me permettre. Et puis Maud, pardon, je vous redonnerai la parole. Précisément, pour que les gens puissent apprendre bien, on essaie de les faire sortir de ce contexte-là. Quand je donne des trainings sur la prise de parole en public, bien sûr, le but du jeu pour les gens, bien souvent, ce n'est pas uniquement de prendre la parole le jour où leur fille se marie, c'est aussi au quotidien dans l'entreprise de pouvoir avoir des interventions qui soient plus impactantes et engageantes pour leurs collaborateurs, leurs équipes, voire leurs patrons. Mais ce que je fais, c'est que je leur fais faire des exercices qui sont hors contexte. Parce que si en plus vous les mettez dans le contexte professionnel immédiatement, il y a encore d'autres biais qui viennent s'installer là, des biais notamment émotionnels, enfin cognitifs, mais aussi émotionnels. Et c'est surtout ce qu'il faut éviter de faire. D'ailleurs, quand on a travaillé 2 jours quasiment sur des sujets qui sont du type les vacances, le vélo, enfin whatever, quand vous les remettez dans un contexte professionnel, on dit maintenant, OK, maintenant vous avez appris. On a décrypté tous les éléments, maintenant on fait la totale, c'est-à-dire jambon, fromage et œufs. Et là, vous me le mettez dans un contexte professionnel. Tout d'un coup, tout ce qu'ils ont appris, ils nous ont montré qu'ils avaient appris, redescend encore d'un niveau. Parce que le travail, le domaine professionnel, c'est sérieux, ça ne rigole plus. Et c'est encore là, au-delà de ça, qu'il faut aller. Et c'est pour ça que l'entraînement derrière, une fois qu'on maîtrise les outils, est extrêmement important. Et là, je rejoindrai ce que propose Maxime avec cette notion j'évoquais peut-être, mais moi, je l'ai fait travailler ensuite en suivi de coaching avec une app qui, elle, nous permet de travailler en mode asynchrone, ce qui évite de prendre rendez-vous à chaque fois, mais surtout qui commence maintenant à intégrer ce que je viens de voir à l'écran. Et ça, c'est fait par je crois qu'il y a quelque chose à l'EPFL qui se fait, mais aussi
l'école de management de Grenoble, où il travaille sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a aussi Houston University, d'ailleurs, qui fait quelque chose sur le fait de pouvoir, quand je fais un exercice, un scénario, je dis, voilà, non, je vais faire une petite présentation sur, et je vais axer sur ça, eh bien, non seulement moi, humain, je vais pouvoir donner un feedback sur ce que j'ai pu voir, mais effectivement, je pense que c'est un algorithme issu de machine learning est capable de donner aussi des éléments sur on ressent trop justement de tristesse ou de colère dans ce que tu es en train de dire alors que tu es en train de parler de quelque chose de gai, mais comme ton profil psychologique fait que et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça peut aider dans la notion de feedback, justement, mais pas forcément pour apprentissage. Alors après, le feedback, c'est déjà un premier apprentissage. Hein. Je m'arrête là. Maud voulait dire quelque chose. Non, mais ça a été plus ou moins dit, mais je rejoins. Je voulais juste revenir sur le fait que l'idée, c'était pas de penser qu'il faut recontextualiser les savoirs dans un environnement spécifique, unique et singulier. Je pense que ce qui favorise le transfert et puis le développement des soft skills aussi, et le fait de pouvoir s'abstraire aussi du savoir ou du savoir-faire, c'est de la possibilité justement qu'il soit recontextualisé et recontextualisable dans différents types de contextes, de situations. C'est ce qui fait aussi que la force de l'apprentissage par co-construction et du besoin du groupe aussi, c'est parce que ça va ouvrir à des contextes différents également pour le transfert. Et c'est juste... la limite que je décelais, c'était vraiment la question de quelle est la place en fait le caractère actif des apprenants en fait dans ce genre de méthode, mais qui va permettre ça. Enfin voilà. Oui, ça, je crois que Maxime, tu lui as répondu. Hein. Oui, j'espère. Oui. Merci. Bon, et Christophe, il y a une autre question. Une question sur la réalité augmentée. De Nicolas, d'abord. Oui. Oui, exactement. Donc, la réalité augmentée. bon, effectivement, quand on pense aux nouvelles technologies, on pense aussi réalité augmentée, réalité virtuelle, et ainsi de suite. Il n'y a pas de connexion directe avec le machine learning, mais on peut penser à les combiner, effectivement. Et peut-être là où ça peut être intéressant, c'est justement dans ces capacités du machine learning de générer des contenus qui sont personnalisés. Parce qu'on imagine si on avait des Apple Glasses ou quelque chose qui nous permettent de voir des informations dans un paysage, par exemple, ou dans un paysage urbain ou dans n'importe quelle situation. En fait, il y a une infinité d'informations qui pourraient être superposées à notre vision parce que le monde, effectivement, est infiniment riche dans n'importe quelle direction. Et si on regarde un paysage, on pourrait penser peut-être à de la géologie ou alors à un certain type d'arbre ou alors à un événement historique qui s'est passé à cet endroit et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment infiniment riche. Et justement, le machine learning peut comprendre, disons, ce qui se passe dans la tête de la personne qui accède à cette expérience de réalité augmentée et donc lui proposer des informations supplémentaires qui sont en connexion avec ses intérêts, par exemple. Okay. Si, donc c'est un peu le futur de la formation, c'est-à-dire faire vivre des expériences et puis que les personnes puissent apprendre directement avec un environnement qui s'adapte à la personne, c'est bien ça? Oui, donc là si on parle de réalité augmentée, l'environnement, c'est l'environnement réel, en fait. Mais il va être décoré, on pourrait dire, de toutes sortes d'informations supplémentaires qui seront personnalisées pour l'apprenant. Oui. Il y a une question, soit d'Éric, soit de Gabriela, c'est deux animateurs à fort, qui demande quel outil concret il pourrait utiliser. Quel outil je vais pouvoir utiliser dans ma pratique de formateur pour améliorer ma pratique? Voilà, là, il n'y a pas de réponse unie. Là, j'ai vraiment décrit des centaines d'outils. C'est une sorte de condensé de tout ce qui se fait en quelque sorte. Donc aussi, oui, donc là ça varie énormément. Ça peut être des outils sous forme d'app ou ça peut être des outils qui sont simplement
des services d'analyse de données, ça peut être, ça peut être sous de multiples formes. Donc là peut-être, oui, je ne sais pas, on peut peut-être avoir une discussion offline à ce sujet pour essayer de voir un peu les besoins en question. OK. Alors, Maxime, est-ce que je peux poser une question peut-être un peu particulière, hors formation? Mais Stephen Hawking, à une époque, un feu Stephen Hawking et d'autres, avaient suggéré que l'intelligence artificielle, à terme, pouvait avoir des réflexes darwiniens et puis avoir peur que l'homme ne le débranche et ainsi avoir des actions qui puissent nuire à l'homme pour pas qu'il puisse être débranché. Donc, on se retrouve avec la machine qui est supérieure à l'individu tel qu'on le trouve dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec Karl, l'ordinateur Karl, des HAL selon les noms. Alors, HAL, oui. En français, c'est Karl. Ah bon? Ah d'accord. Mais bon, ça n'a pas d'importance, c'est l'ordinateur. Et alors, quel est ton avis là-dessus? Alors bon, c'est pas directement lié à la formation, mais... C'est une possibilité qu'on peut imaginer, mais ça se rapproche beaucoup de la science-fiction et en principe, on n'a pas de raison d'avoir des pulsions de type biologique à l'intérieur de ces modèles de machine learning. Donc, ça paraît assez peu probable, à moins que quelqu'un y mette des pulsions biologiques ou darwinistes d'évolution. Mais à part ça, il n'y a pas de volonté de survie, par exemple. C'est simplement, comme je l'ai montré, des modèles qui excellent à des tâches très précises, comme reconnaître des chats sur une photo, mais ils ne vont pas essayer de nous couper l'oxygène. Ouais, il faudrait aussi que l'ordinateur ait la conscience. Oui, voilà. Et il faudrait qu'il ait la conscience, mais aussi l'instinct de survie, l'instinct oui, d'auto-préservation et ainsi de suite. Là, on peut en discourir en long, en large, effectivement, mais c'est plus de la science-fiction, disons, que quelque chose qui existe concrètement aujourd'hui. Non, mais ça, Mais je suis conscient. Le film 2001, l'Odyssée de l'espace, fait partie de mes films préférés. D'ailleurs, ça nous a beaucoup inspiré pour le développement de notre startup. D'accord, merci. Peut-être, Maxime, il y a quand même des questions qui reviennent, notamment de Marc. Votre société développe des outils, elle construit des modules de formation, elle fait de la recherche, ou bien quel coût pour un logiciel de machine learning, à quel type de fournisseur est-ce destiné? Est-ce que vous arrivez quand même à nous donner quelques pistes? Oui, notre startup a, disons, des ambitions multiples, mais la mission principale, c'est d'augmenter l'apprentissage humain par l'apprentissage machine, on pourrait dire, dans différents secteurs. Donc, on travaille avec des écoles, des universités, avec des compagnies où on se concentre un peu sur la formation d'entreprises. Mais ça peut être aussi des hôpitaux, toutes sortes d'endroits où la formation est utile. Et on développe... disons que nous, ce qu'on développe, c'est un tuteur intelligent qui est capable, en fait, de comprendre une situation, un contexte, et aussi de comprendre comment assister les humains pour rendre l'apprentissage beaucoup plus efficace qu'il ne l'a été jusque-là à travers l'histoire. Et on fait effectivement de la recherche avec le PFL, avec l'UNIL, avec différentes institutions. Personnellement, je viens du milieu de la recherche en physique théorique. Et il y a beaucoup de liens en fait entre la physique et le machine learning. Donc, on est très actif aussi dans ce domaine. Il me semble déceler à travers cette question, est-ce qu'il y a des possibilités d'une acquisition pour un formateur d'un de ces outils à un prix qui soit raisonnable pour lui?
Là, de nouveau, ça dépend de quoi il s'agit. Là, j'ai présenté un peu tout ce qui était possible et même imaginable. Donc, après, je pense que si c'est pour avoir des discussions plus précises, c'est peut-être mieux de le faire offline. Ok, merci. Je crois qu'il y a François Aubert qui a une question. Merci. Je ne sais pas, Oui, je vois rien absolument. du tout. Non, parce que j'ai levé la main, je l'ai fait à l'ancienne. Oui. Est-ce que ça existe Ah oui, encore à non, je ne sais l'ancienne pas. aujourd'hui? On se pose la question. Moi, j'ai envie de venir un peu mettre les pieds dans le plat, ce que je fais évidemment jamais pour les gens qui me connaissent. Je confirme. Je me dis, au fond, c'est très bien tout ça. On fait de la réalité augmentée, on fait plein de choses, mais est-ce qu'on est vraiment plus avancé? Je ne parle pas de l'infiniment petit, parce que je pense qu'en médecine, il y a des domaines dans lesquels, à l'évidence, on obtient beaucoup de choses, mais est-ce qu'au fond, tous ces nouveaux outils nous améliorent beaucoup la vie par rapport à ce bon vieux apprentissage de l'ancienne où le maître horloger apprenait à l'apprenti horloger à fabriquer des montres et des pièces, etc. Et donc, vous allez me dire que c'est un peu philosophique, j'en conviens. Mais voilà, je voulais un peu vous entendre et je sais que je vais absolument à l'encontre de votre mission de vie, probablement, mais j'aimerais quand même vous entendre à ce sujet-là. Non, je pense que les formations que vous décrivez un peu artisanales effectivement se développaient d'une manière peut-être plus organique. Pour en revenir aux animaux aussi, on voit qu'il y a beaucoup de mammifères qui passent toute leur jeunesse en fait à jouer, à se jouer avec leurs frères et sœurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est vraiment un processus d'apprentissage. Ils apprennent à chasser ou à se défendre, à fuir, et ainsi de suite. Et je pense que en fait, il y a une espèce de joie de l'apprentissage qui est primordiale en quelque sorte. Et si on pense effectivement à des professions qui sont peut-être, on pourrait dire, disons, vraiment très focalisées sur quelque chose de très, peut-être manuel, artisanal, il y a cette même joie en fait qui vient prendre le dessus. On n'a pas besoin d'autres, disons, méthodes pour que ce soit efficace. Mais peut-être, disons, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, on a tendance à avoir des vies qui sont, disons, avec beaucoup de facettes différentes et où il faut développer des capacités à différents niveaux cognitifs et puis se transformer tout au long de sa vie. Peut-être pour ça, on a besoin d'avoir une approche qui est un peu plus optimisée. Et c'est justement parce que ces nouvelles approches d'apprentissage qui se basent sur ce qu'on a pu apprendre en psychologie cognitive et dans les neurosciences sur le cerveau humain, c'est justement ça qu'on essaie d'implémenter avec ces approches. Mais au fond, est-ce qu'on peut répliquer l'émotionnel? Oui, je pense que l'émotionnel, effectivement, c'est ce qui est le plus important. Et on voit que Kasparov disait que le machine learning allait amplifier notre créativité humaine. Et ça s'approche justement de l'émotionnel, parce que ça implique en fait notre être entier quand on est créatif, parce qu'on arrive à faire des connexions entre des sujets qui sont très éloignés, par exemple. Mais pour ça, disons, une première approche, c'est d'avoir en tête toute cette richesse en fait de concepts, peut-être au niveau théorique d'abord, mais ensuite le fait que tout ça soit vraiment actif dans notre esprit, ça permet de faire des rapprochements, des connexions de manière de plus en plus jouissive et puis de déclencher justement une approche aussi émotionnelle de l'apprentissage. Je pense qu'on sait que plus on connaît un sujet, plus on le trouve fascinant. Donc, là, si on pense à augmenter en fait rien que les connaissances, disons, théoriques d'un sujet, ça va aussi augmenter notre capacité à le trouver fascinant et à s'y plonger d'une manière qui mobilise aussi les émotions. Et donc, on en revient à cette actualité aujourd'hui, c'est qu'on est en train de toujours rester dans une forme de blended. Et ça fait partie d'un des outils utiles à l'apprentissage vraisemblablement.
Il me semble. Ça en fait partie. C'est vrai qu'on peut faire des choses avec le machine learning, on peut faire des choses que l'on ne peut peut-être pas faire autrement, même sûrement pas. Mais c'est vrai que ça rentre dans le concept global, mais c'est un des éléments dans beaucoup de cas, et souvent peut-être le seul d'ailleurs, selon ce que l'on fait. Mais voilà, c'est vrai que ça ne remplace pas tout. Mais c'est une partie qui va rester certainement dans l'infrastructure globale. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas ça n'a pas vocation de tout remplacer d'un coup. Ça, C'est ça. c'est clair. Ouais. Ouais, Christophe, est-ce que tu… Bah, oui, je peux prendre la parole? Oui, justement, je te laisse. Je voulais interroger Maxime là-dessus. C'est ce que j'ai lu dans 2 bouquins différents. Effectivement, Disruption, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, pardon, je parlais pas, j'écrivais dans le chat et je vous incite tous à le lire sur l'IA, c'est assez intéressant. Si Maxime l'a lu, j'aimerais bien qu'il nous donne un feedback sur ce bouquin. Et puis Sapiens aussi, parce que la différence, c'est voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment croire. Oui, dans ce bouquin et dans d'autres d'ailleurs, il y a aussi Connard malgré nous de Olivier Basse, qui est le vice-président de Havas en France, je crois, où il y a De Sertine dans le grand basculement qui nous parle de différentes choses aussi. Eh bien, selon ce qu'on évoque là, les GAFAM, oui, tout à fait, qui eux ont plus de data que personne sur nous, et je crois que ça, ils ont pris une telle avance qu'on n'y arrivera pas, eh bien, on n'arrivera pas à les rattraper. Bien clairement, leur objectif final, c'est de créer des nous bis. Alors, je parle pas, c'est pas un mot égyptien, c'est nous-mêmes en bis, c'est-à-dire un assistant qui serait nous-mêmes avec la fin du travail, c'est-à-dire que nous, il faudra qu'on s'occupe à autre chose, mais qui fera, si je veux déjeuner avec François, eh bien, mon assistant contactera l'assistant de François qui connaîtra parfaitement mes goûts et celui de François connaîtra les siens et va savoir aussi quelles seront toutes nos préférences et nos réactions émotionnelles également sur la façon de prendre le rendez-vous, justement. Et donc, ils feront tout ça à notre place. Et puis nous, on ira à la pêche, François. Et clairement, est-ce que c'est ça l'avenir ou pas, hein? Et la vraie question que posait, je trouve intéressant, j'ai oublié le nom de l'Indien qui a écrit, ou Israélien, pardon, qui a écrit Sapiens et Homo Deus. Il y a un nom, il y a quelque chose, il y a Noah dedans, comme Yannick, mais après il a un prénom, puis Yuri de Noah, je ne sais pas quoi. Excusez-moi pour ce manque. Eh bien, C'est lui… Harari, je crois. Pardon? Je crois qu'il s'appelle Harari. Harari, exact. Donc, il y a Noah au milieu et ça doit être Yuri Noah Harari, exact. Et il dit quand même à la fin, et c'est assez intéressant parce que c'est une question, c'est Maxime qui a travaillé dans la physique théorique, il pose vraiment cette question. Il faudra savoir ce que nous voulons, et pas non ce que nous voulons uniquement, mais ce que nous voulons croire. Déjà, la question, Maxime, je te la pose parce que moi, j'ai du mal presque à la saisir et voir à la comprendre. Mais oui, personnellement, je n'ai pas besoin d'un mot bis, moi non plus, hein. C'est juste qu'on nous présente ça, qui en plus a des émotions. C'est déjà suffisamment fatigant de vivre avec soi-même et ses propres émotions. Professeur Klaus Scherer de l'Université de Genève, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui m'a appris énormément, disait déjà lui-même il faut une vie pour apprendre à vivre, donc vivement la seconde, si je puis dire. La seconde, c'est pas Second Life d'ailleurs, c'est plutôt dans le métaverse, j'en sais rien. Maxime, par rapport à ces questions et les intentions des GAFAM, c'était ça ma question, hein, très concrètement. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de développer des systèmes d'intelligence émotionnelle qui sont capables de capturer nos désirs, nos goûts, ce genre de choses, afin de nous présenter des produits qui nous conviennent mieux et d'optimiser nos vies, effectivement, chez les big tech, on pourrait dire. Oui, ça, ils le font déjà, ça c'est clair. Carrefour, Ouais. c'est même qu'une femme est enceinte avant qu'elle le sache elle-même. Mais, Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai entendu avec Walmart, mais effectivement, peut-être Walmart, oui. c'est étonnant. On peut effectivement prédire des choses avant même qu'on en soit capable, enfin qu'on en soit conscient. Mais je pense que là, en fait, on est en train de décrire, comme vous le disiez, un peu des serviteurs ou des esclaves. Donc, si on pense à Siri, par exemple, ou à Alexa, c'est un peu des esclaves qui prennent nos ordres et qui vont essayer de comprendre ce qu'on veut dire et puis d'exaucer nos désirs d'une manière
disons, Non, ce personnalisés ne à sont nos pas des goûts. esclaves. Les esclaves, on ne les paye pas, hein, eux, on les paye. Hein, donc, ce sont plutôt des serviteurs. Oui, mais c'est comme ça qu'ils sont en tout cas, euh, disons, décrits ou vendus, je dirais. Mais c'est vrai qu'on peut se demander effectivement aussi, ils ne gagnent pas en fait à collectionner des données sur leurs utilisateurs. Enfin, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que une citation qui me plaît beaucoup de Pablo Picasso, il avait dit, les ordinateurs ne servent à rien, ils ne donnent que des réponses. Et effectivement, là, je pense que quand on pense à ce type d'intelligence artificielle qui servent à remplir nos désirs ou à répondre en fait à nos attentes, ça, c'est des systèmes qui nous apportent effectivement des réponses. Mais ce que j'ai essayé de décrire dans cette présentation aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle pourrait en fait aussi nous apporter des questions et nous aider justement à sortir de notre zone de familiarité et puis à graduellement assimiler des compétences qui nous dépassent et qui agrandissent notre, disons, capacité à s'émerveiller de la richesse de l'existence. Bon, c'est un peu comme la langue d'Ésope à l'époque. L'intelligence artificielle, c'est la meilleure et la pire des choses. Tout dépend de ce qu'on va en faire. C'est toujours pareil. Oui, ça c'est toujours pareil, c'est sûr. Ouais. Mais pour Au final, oui. au final, c'est bien la clé. Au final, c'est bien, ces outils existent, c'est à nous de savoir ce qu'on va en faire. Et Tout on à fait. apprend. Et c'est intéressant de voir l'apprentissage du téléphone mobile. Au début, il sonnait tout le temps partout. Puis on a commencé à mettre des codes en place qui ont été globalement acceptés, plus ou moins. Et on a, voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va en faire. Et ça me paraît essentiel. Et ça fait ça je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit très différente dans ce domaine-là. Heureusement, quelque part. Hein. Oui, Ouais. effectivement, toutes les nouvelles technologies ont un potentiel positif ou négatif. Ouais. Mais après, on parle formation, donc la question est que voulons-nous vouloir apprendre, hein, si je reprends le Sapiens. Qu'est-ce qu'on va apprendre demain dans l'entreprise, puisque j'imagine qu'on parle tous de formation pour l'entreprise de demain. Là, je me fais un peu de pub, mais c'est ça qui est important, je pense, que pour revenir au sujet qui est celui de l'ARFOR quand même. Qu'est-ce qu'on doit apprendre et qu'est-ce qu'on veut apprendre en matière de leadership, de comportement, d'attitude, puisque l'intelligence artificielle, elle est un petit peu liée à ça. Bien sûr, on peut vouloir faire travailler les gens plus vite, mais je crois qu'on va au-delà de ça aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt vers le mieux qu'on essaie de tendre plutôt que vers le plus? Est-ce que je me trompe? Là, c'est le HR Genève member qui parle, mais je pense qu'on est tous dans le domaine de l'entreprise, quoi qu'il en soit. Mais de nouveau, à la fin de la journée, ça dépend comment le processus est. Je veux dire, pour les compétences, c'est la même chose. Je veux dire, on doit partir de ce que veut l'entreprise, d'un skill gap analysis et de chercher les compétences requises. Quand on construit de la formation, c'est la même chose. On a trop tendance à vouloir se dire, tiens, cet outil est cool, je vais le mettre dans mon système de formation. Puis en fait, ce n'est pas le sujet, c'est qu'est-ce que je veux achever et qu'est-ce que j'utilise pour l'achever. Je choisis mes mots. Qu'est-ce que j'utilise pour arriver à mes fins? Oui, tout est chill. En parenthèse, juste, on pourrait peut-être supprimer le partage d'écran, qu'on se voit un peu, ça me paraîtrait plus sympathique, si je peux me permettre. Mais voilà, ma caméra est en panne, hein. Excusez-moi, mais… Non, mais il n'y a pas de souci, mais voilà, ça me paraissait plus humain. Oui. Pour autant que ça puisse être humain. Non, mais voilà, la question, c'est toujours la même histoire. C'est tant qu'on sait où on va et qu'on utilise les outils à disposition, c'est parfait. Et quand les outils commencent à s'imposer à nous et à diriger notre action, ben, c'est là qu'on commence à avoir un problème. Et Dieu seul sait que plus d'une fois, on a eu ce problème. Bah, François, la pandémie a été un exemple concret de ça dans les entreprises. On ne voulait plus s'occuper de rien que d'acquérir des outils digitaux. On ne savait pas trop à quoi ils allaient nous servir, mais on ne voulait pas prendre du retard sur les autres. C'est juste. Après, c'est maintenant que c'est intéressant de voir est-ce qu'on va rester dans ces mêmes outils digitaux, qu'est-ce qu'on va en garder et quelle est la réflexion qui va décider de l'utilisation ou pas de ces outils. Et c'est maintenant que au fond, il y a 2 ans, on n'avait pas vraiment de décision, on avait le couteau sous la gorge. Aujourd'hui, il y a une décision possible et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire de cette décision. Absolument. Qui va prendre la décision? Comment prenons-nous nos décisions? Ça, c'est un autre aspect des neurosciences. C'est un autre sujet. Bon, moi, je referme mon micro, j'ai arrêté de parler, je pense, aux autres. Merci Christophe pour vos contributions nombreuses et riches.
Il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'il y a encore une dernière question qui brûle les lèvres à quelqu'un ou la langue plutôt? Maxime, est-ce que vous avez envie de donner votre mot de la fin? Je pense que j'ai déjà donné ma conclusion, mais je pense que cette discussion était intéressante au niveau de peut-être de cadrer un petit peu les attentes et les utilisations qu'on peut imaginer de ce type de technologie. Et effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de décrire ce qui peut arriver dans un cas optimiste. Et puis ensuite, effectivement, il faut imaginer qu'est-ce qui peut se passer de manière concrète. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre présentation, pour vos réponses fort intéressantes. On peut vous trouver sur Internet sous Magma Learning. Donc, voilà, on n'est pas là pour faire de la pub. En même temps, des gens qui seraient intéressés par vos produits, voilà, vous existez. Donc, n'hésitez pas à contacter Maxime si vous avez envie ou besoin d'avoir plus d'informations sur des aspects particuliers, sachant qu'effectivement, le répertoire est vaste et puis que j'imagine souvent, c'est des demandes et des besoins très précis des clients qui finalement vont faire émerger un outil. On est quand même tous rassurés parce qu'on est d'accord sur pas mal de choses, à savoir que pour du transfert, il faut contextualiser, il faut recontextualiser, il faut de l'expérimentation. Je crois que personne d'entre nous nierait le contraire. En même temps, on se dit, bah voilà, c'est un outil, à nous de voir comment est-ce qu'on a envie de développer, comment est-ce qu'on a envie d'utiliser cet outil. L'outil doit rester au service de l'homme. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a l'air aussi d'être la palissade. Néanmoins, parfois, les contours ou les détours pour ça ne sont pas forcément évidents à tracer. Donc, dans ce sens-là, on a peut-être tous envie de se dire que l'IA au bon endroit, dans le bon dosage et avec une bonne intention, et puis j'ai envie de dire une vision qui peut peut-être rester humaniste et puis morale, ben, on en a tous envie. Et en même temps, probablement, il y a un côté un petit peu peur de qu'est-ce que l'IA pourrait devenir si elle dérape parce qu'elle est dans des mains un peu moins honnêtes. Hein. Probablement, il y a un petit peu ces deux, en tout cas ce que j'ai ressenti aussi, hein, d'un côté un enthousiasme et de l'autre côté, peut-être du scepticisme, voire probablement de la peur derrière, sûrement quand même justifiée. Mais de toute façon, on n'arrête pas le temps parce qu'on bloque la montre. Donc, je crois que c'est intéressant de savoir ce qui se passe, quelles sont les potentialités, quels sont les outils. Et en tout cas, un grand merci pour votre intervention. Merci à vous tous, chères participantes et chers participants. Voilà, on a fini même 4 minutes avant. S'il n'y a pas une dernière question, moi, je vous souhaite une bonne suite à tous et puis au plaisir de nous revoir peut-être lors d'un de nos prochains Zooms. Bonne soirée Merci à tout le beaucoup pour cette monde. occasion de discuter. C'était très intéressant. Merci à beaucoup, vous, Maxime. Merci Gabriela. Merci, Maxime. Merci Emmanuel. Merci Eric. Au revoir. Au revoir à tout le Merci. monde. Bonne soirée.